Bien, bonsoir, chers abonnés. Aujourd'hui, je vais continuer mon examen de la M57. Je vais aborder un passage qui, ma foi, fait souvent trembler des collègues. Je pense notamment tout ce qui a trait donc à la classe 2. Et cette fois-ci, je vais voir notamment tout ce qui a trait donc aux immobilisations incorporelles. Alors, c'est vrai que quand je traite ce genre de poste comptable, je prends soin de suite d'éliminer une rubrique. Je pense notamment tout ce qui a trait donc aux subventions d'équipement que vous retrouvez généralement sur les comptes donc 204. Donc avec cette vidéo, je ne la traiterai pas, je la traiterai une autre fois. Alors j'y vais tranquillement. Je vais donc aborder ce passage et donc essayer de vraiment démystifier ce mystigris. Allons-y. Alors, comme toute présentation, ça suppose bien évidemment de rappeler un certain nombre de concepts et je l'appliquerai dans un deuxième temps au poste vraiment des immobilisations incorporelles. Alors avec la M57, je dirais que ça se brouille un peu, ça se précise, ça se différencie, mais bon, allons-y. Alors d'abord, comme définition générale, quand on parle de dépenses d'investissement, je rappelle que vous avez quatre critères à respecter simultanément. Vous le voyez à l'écran, donc nous sommes en présence d'une dépense qui va générer des avantages économiques. Elles sont censées donc générer ces véritables avantages. Euh, Deuxième aspect de la dépense d'investissement, la dépense doit avoir donc une durée supérieure à un an. C'est la règle générale qu'on avait dans les anciennes comptabilités. C'est une conséquence, plutôt un aspect qui va continuer avec la nouvelle comptabilité M57. Donc là, je dirais rien de nouveau sous le soleil. La fiabilité du coût. Alors effectivement, souvent les agents ont beaucoup de mal déterminer le coût. Et je dirais que c'est là qu'un peu la nouveauté va apparaître. Donc la fiabilisation du coût, ça passe quand même par une identification, soit dans la facture, donc de ces coûts qui sont relatifs à ces investissements. Identifiable, alors oui, effectivement, la dépense doit pouvoir s'identifier donc par rapport au fonctionnement de la collectivité. Si je prends un immeuble, par exemple, c'est clair, un immeuble, ça peut à un moment donné ou à un autre être revendu sans que pour autant l'activité de la collectivité sera donc modifiée. Donc voilà un petit peu les quelques définitions que je souhaite donc apporter. Alors, il y a une innovation, je dirais, qui est centrale, c'est la notion de contrôle. Alors, en M57, ça c'est vraiment une notion qui vraiment apparaît nettement et clairement pour l'ensemble des immobilisations. Et la question, je voudrais donc la traiter en faisant bien une distinction entre d'une part le patrimoine juridique et d'autre part le patrimoine comptable. Alors, patrimoine juridique, si vous êtes juriste, vous allez vous y retrouver. On fait en sorte d'avoir un bien qui soit notre propriété juridique. Donc, à un bien qui est dans notre patrimoine juridique, vous avez un titre de propriété juridique. Donc, une facture, un acte notarié, donc la preuve que vous avez fait des paiements pour obtenir le bien. Donc l'ensemble de ces éléments constitue le patrimoine juridique. À côté de ça, et c'est ce qui va peser pour la M57, vous avez ce qu'on appelle le patrimoine comptable et donc va jouer cette fameuse notion de contrôle. Alors en disant ça, je sais très bien que je n'ai pas beaucoup plus avancé dans cette définition de la notion de contrôle, mais je crois que c'était un préalable pour pouvoir avancer. Et je dirais que même si je vais faire une précision de cette notion de contrôle, je dirais que dans une grande majorité, le patrimoine juridique et le patrimoine comptable sont quand même des notions qui sont assez voisines. Et généralement, allez, à 90%, vous allez quand même 90-95%, ces deux notions vont se recouper. Alors j'y vais pour la notion de contrôle. Vous avez deux aspects
à faire apparaître. Alors l'un, je l'avais traité un petit peu plus haut, c'est la notion d'avantage que vous retirez de l'investissement. Avantage, mais aussi inconvénient. Donc la gestion de ce bien a ces deux aspects, ces deux facettes qui sont indissociables. Je ne peux pas dire par exemple à moi les avantages et au vendeur il gardera tous les inconvénients. Ça c'est pas possible. Vous êtes propriétaire de ce bien, donc vous assurez l'avantage comme les inconvénients. La maîtrise des conditions d'utilisation, eh bien oui, oui, c'est vous qui dites si on l'utilise le lundi, mardi, ou toute la semaine, ou une fois par mois, ou une fois par an. Est-ce que vous voulez l'utiliser le bien en régie, ou est-ce que vous voulez le confier à quelqu'un d'autre? Donc effectivement, le seul qui puisse décider, c'est vous. Et donc cette notion, il faut bien avoir à l'esprit, cette notion donc de contrôle se décline suivant ces deux axes. OK. Alors, il y a quelque chose qui arrive très rapidement quand vous allez intégrer un bien dans votre patrimoine, c'est la date du transfert du contrôle qui implique la date d'entrée dans le patrimoine donc comptable. Vous allez avoir en principe dans la vraie vie donc une distinction qui se fait. J'ai fait en sorte que ce tableau puisse assez résumer cette situation. Le fait générateur pour le patrimoine juridique, ben, c'est le transfert de propriété. Donc vous le constatez par des actes que je viens de citer, actes notarial, facture, paiement. Et le patrimoine comptable, donc c'est le transfert du contrôle du bien. Alors je dirais que bon, dans la vraie vie, généralement, vous avez une notion de concomitance, donc autant dire tout se fait en même temps. Mais pour autant, il peut arriver un certain nombre de cas où vous avez, je dirais, des connexions entre l'effet juridique et l'effet comptable. Et je vais vous donner un exemple avec la diapositive suivante. Je pense notamment, par exemple, aux acquisitions d'immobilisation avec une clause de réserve de propriété. Alors là, vous avez vraiment une déconnexion. Alors, le premier pavé va traiter du pavé comptable, du patrimoine comptable. Et bien, dès lors que vous faites cette acquisition, euh, vous avez donc une intégration bilancielle qui se fait, mais pour autant, l'intégration juridique du bien ne se fera que dès lors que le paiement total aura été donc effectué. Et donc vous avez cette déconnexion entre d'une part donc cet effet comptable, on va dire, introduction, entrée immédiate du bien dans le patrimoine de la collectivité, mais aussi longtemps que votre bien n'aura pas été payé intégralement auprès du vendeur, la clause de propriété restera donc au vendeur et le dernier paiement permettra donc le transfert juridique du bien. Alors je crois que c'est très important parce que bon effectivement on a toujours l'idée encore d'être dans l'ancien système M14, M52 et donc ce sera l'occasion en faisant ces quelques réflexions de voir comment se comportent en définitive nos logiciels d'inventaire à l'avenir. Alors l'objet de ma vidéo, c'est pas tellement de parler de toutes les immobilisations, je l'ai centré sur notamment les immobilisations incorporelles. Alors les immobilisations incorporelles, je vais donner quand même une définition qui est spécifique, je la reprends, elle est assez classique. Bon, c'est non monétaire. C'est non physique. Non physique, donc effectivement, ça ne se voit pas. Exemple, j'achète un logiciel, vous pouvez l'acheter, mais vous ne le touchez pas physiquement, ça n'apparaît pas. Alors vous pouvez peut-être éventuellement l'avoir sur une disquette ou une clé USB, c'est peut-être le cas, mais pour autant vous ne le voyez pas. Comme tout investissement, sa vocation est d'avoir une durée supérieure à un an. Et je dirais que d'autre part, cet investissement, à la limite, vous pouvez là aussi le séparer du reste des autres activités. Donc en clair, il n'est pas interdit finalement de le revendre à terme, ce logiciel par exemple, et où il n'est pas interdit non plus de penser que
ce bien n'empêche pas le reste de la maison de fonctionner. Donc c'est pour ça que vous allez le comptabiliser aussi dans ce genre de poste d'immobilisation incorporelle. Alors, il y a des cas où vous allez vous retrouver devant des achats où vous avez à la fois une partie qui est incorporelle et une partie qui sera corporelle. Alors le cas parfait de ce genre de situation, je pense notamment à un ordinateur. L'ordinateur c'est un bien corporel, ça se touche physiquement, mais généralement quand nous achetons un ordinateur, cet ordinateur est doté d'un système d'exploitation. Alors je n'aime pas donner des noms de sociétés, mais c'est tellement entré dans la pratique. Alors je pense notamment à Windows. Il est impensable de pouvoir faire fonctionner un ordinateur sans système d'exploitation. Donc auquel cas, si ce système est facturé en même temps que l'ordinateur, eh bien il est clair que dans ce cas-là, l'imputation du logiciel se fera donc avec l'ordinateur. Dans le cas où éventuellement on peut avoir quand même un doute, ce qui va vous permettre en définitive de vous positionner, c'est de vous poser la question suivante: est-ce qu'un ordinateur peut fonctionner sans un système d'exploitation? Si vous répondez oui, donc le logiciel partirait en immobilisation incorporelle. Si vous répondez non, il va être imputé avec l'ordinateur. Donc c'est une appréciation qui peut sembler subjective, mais en définitive c'est assez rapidement examiné. Alors la comptabilisation, je dirais que je rappelle qu'il y a aussi une condition de contrôle, donc je ne vais pas y revenir dessus puisque je viens de la présenter. Ceci étant, vous avez quand même à évaluer votre bien de façon satisfaisante, et je le précise bien, si vous n'y arrivez pas, la M57 est très claire, vous devez donc avoir à l'esprit que vous êtes en présence d'une charge. Et ça c'est un petit peu une innovation. Alors, j'ai pensé à divers cas de comptabilisation. Alors c'est vrai que généralement on pense à des frais d'études, à des achats de logiciels. Ça peut être aussi le cas par exemple des dépenses en matière d'élaboration d'un plan local d'urbanisme. Donc toutes ces dépenses qui donc n'apparaissent pas de façon physique, mais qui pour autant doivent être donc comptabilisées sur ces postes-là. Donc ce sera la nouvelle frontière qui va nous être proposée pour comptabiliser. Alors j'ai jugé utile aussi de mettre en évidence un certain nombre de cas, je ne dirais pas divergents, mais des cas bien spécifiques que vous pourrez être amené à rencontrer. Alors je veux parler notamment des biens que vous allez générer en interne. Donc je pense notamment à des travaux qui pourraient être considérés comme des travaux en régie. Donc ce serait là, mais ce n'est pas le cas puisque là nous ne sommes pas dans une dépense qui va être constatée comme une charge. Donc je rappelle que les travaux en régie ne sont plus le cas en M57. Donc vous aurez dans cette rubrique-là donc tout ce qui a trait aux immobilisations en cours. Donc on va voir comment. La notion de dépenses ultérieures. Et puis aussi poste de dépenses qui peut arriver aussi, c'est ce qu'on appelle les immobilisations conjointes. Donc on va voir un peu ces postes-là. Donc je commence avec les biens qui sont générés en interne. Alors je dirais que pour appréhender ce poste de dépenses, je pense notamment à l'élaboration de logiciels qu'on peut être amené à faire et qui peuvent par la suite faire l'objet d'une session le cas échéant. Alors pour valoriser un peu ce type de dépenses, il convient de faire la différence entre d'une part la phase de recherche préalable. Donc cette phase est une phase, donc vous le voyez comme moi j'ai mis quelques illustrations, c'est tout ce qui a trait aux dépenses liées à la formation, donc à l'acquisition de connaissances, l'analyse des besoins, donc ça aussi c'est fait en interne, les définitions des objectifs finaux, le choix de la solution, éventuellement même des moyens, enfin toutes ces dépenses
qui ne présente pas un caractère certain pour déboucher sur un logiciel, par exemple, eh bien, seront comptabilisés en charge, donc en section de fonctionnement. Il y a une phase de développement. Alors là, par contre, vous avez fait vos dépenses initiales, donc en recherche préalable, et donc maintenant vous avez atteint une phase que je qualifierais de critique. Donc effectivement, là vous allez utiliser les résultats de ce que vous avez pu faire comme dépenses et vous arrivez donc à la solution choisie. Et donc là par contre, vous êtes sur une deuxième phase, les dépenses en investissement. Alors une fois que j'ai distingué ces deux phases, alors je sais très bien que ce ne sera jamais facile. Des fois c'est très difficile de démêler les chevaux là-dessus sur quelle est cette dépense en phase de recherche ou la dépense en phase de développement. Donc là, je m'en remets à votre sagacité. Alors, plusieurs choses. Je dirais que dès lors que vous faites des dépenses d'investissement, donc on est dans la deuxième étape, et que bien évidemment vous ne faites pas une mais plusieurs dépenses successives, va être utilisé un compte en compte 23 pour les immobilisations en cours. Et donc il est clair que dès lors que le logiciel sera mis en service, eh bien, vous aurez donc une opération d'ordre qui visera à basculer l'ensemble de vos dépenses computées sur le compte 23 en compte de 20. Ah, je vais y arriver. Dépenses ultérieures. Alors, vous avez fait votre logiciel et puis vous décidez finalement d'ajouter quelques dépenses supplémentaires pour l'améliorer ou alors il faut être très clair, par principe c'est une charge, sauf si vous décidez que finalement cette dépense va allonger la durée de vie, donc là c'est acceptable, ou augmenter je dirais les potentialités de votre logiciel, je sais pas, je dis n'importe quoi, augmenter le nombre de cartes électorales. Donc si vous êtes dans ces deux cas, vous êtes en présence d'une dépense d'investissement. Alors ceci étant, c'est quand même assez, c'est pas tellement nouveau puisqu'effectivement ça rejoint la présentation que je faisais à l'époque où vous étiez quand même sur des dépenses par destination et qui viennent compléter une dépense initiale. Et donc effectivement là aussi vous êtes donc une dépense d'investissement. Alors, ok, je terminerai mon exposé avec ce qu'on appelle les immobilisations conjointes. Alors, il est possible, par exemple, que vous développiez un logiciel, mais bien évidemment, la lourdeur du financement est telle que vous décidez en définitive de vous y mettre à plusieurs. Vous avez une comptabilisation qui se fera donc en classe, donc en compte 20, à due proportion, hein, le quote-part. Donc effectivement, si vous êtes ensemble à contrôler votre bien, donc s'il n'y a pas de cas particulier. Il y a une deuxième solution qui a pu être retenue par certaines collectivités. Je veux parler notamment de tout ce qui a trait un financement par plusieurs financeurs, mais pour autant vous n'avez qu'une partie des financeurs qui contrôlent. Dans ce cas-là, la valorisation est un peu spécifique. Vous allez valoriser pour votre quote-part de financeur, plus à due proportion la quote-part des non des parties qui ne contrôlent pas. Alors c'est bien spécifique comme mode de comptabilisation. Je crois qu'heureusement ça n'arrive pas tous les jours qu'on fait ce genre de dépenses. J'espère que cet exposé vous a pu vous donner quelques idées pour votre futur M57 et je vous dis donc à bientôt. Et surtout, hein, n'hésitez pas à vous abonner. Au revoir.